Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Des gratte-ciel de Manhattan aux routes poussiéreuses du Midwest, il explore les États-Unis caméra à l'épaule avec un seul objectif, démonter un à un les clichés sur l'Amérique. C'est le défi que s'est lancé notre influenceur du jour, Arthur Jor, dont le portrait est à découvrir dans un instant. Quant à notre sujet du jour, on va parler de soft skills, un terme que vous avez certainement déjà entendu sans toujours savoir ce qu'il recouvre vraiment. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? À quoi servent vraiment ces compétences? Pourquoi sont-elles devenues si importantes aujourd'hui? Et surtout, comment les développer chez les enfants? Nous avons le plaisir de recevoir une experte du sujet aujourd'hui. C'est Solène Boquillon, le Go As You. Bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes donc experte en soft skills et vous êtes aussi autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain. On va en parler dans un instant, mais d'abord, place au focus. Beaucoup l'ont découvert dans Quotidien sur TMC, mais certains connaissent déjà Arthur Jor. En effet, le journaliste a lancé dès 2015 sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire et la culture américaine. Une chaîne qui rencontre un franc succès puisqu'il a plus de 210 000 abonnés aujourd'hui. So let's go for the focus with Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Jor et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Jor a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Jor a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Jor partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Allez, sur un tout autre sujet, si je vous dis écoute active, esprit critique, curiosité, autonomie ou encore résilience, vous me répondez forcément soft skills. Des compétences qu'on associe souvent au monde professionnel mais qui se construisent très tôt, dès l'enfance. Alors, quelles sont-elles? Et surtout, comment aider les enfants à les développer, que ce soit à l'école ou à la maison, et ce, dans un monde de plus en plus numérique? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Solène Boquillon, le Go As You, autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain chez les éditions DBS et experte du sujet. Alors, on va commencer peut-être par le plus simple. Solène, on entend plus parler de ces fameuses soft skills que l'on pourrait littéralement traduire par compétences douces. Mais alors, concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors, effectivement, on entend beaucoup parler des soft skills en entreprise. Il faut savoir que les chiffres disent que 80% des cadres savent ce que c'est. Et pour les non-cadres, on est plutôt sur 30-40%.
Donc, il faut parler du sujet, le démocratiser. On parle de compétences socio-comportementales. À l'éducation nationale, on va parler de CPS, compétences psychosociales. Mais il y a quand même un cadre qui est assez commun et qu'on voit partout. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui les a définis depuis plusieurs années par 3 grands domaines de compétences. Les compétences cognitives, dans lesquelles on va trouver par exemple avoir confiance en soi, avoir un bon esprit critique, apprendre à apprendre. Les compétences émotionnelles, comme savoir accueillir ses émotions ou être résilient. Et les compétences relationnelles, comme savoir collaborer, savoir coopérer, mais aussi savoir résoudre des conflits avec les autres. Et donc, l'OMS dit qu'il faut absolument développer ces compétences qui définissent comme les compétences pour naviguer au quotidien dans sa vie de tous les jours. Et il faut savoir que depuis à peu près une dizaine d'années, l'ensemble des ONG comme l'OCDE, comme l'OMS, recommande de développer ces compétences dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que comme on est dans un monde en constante évolution et qu'on le voit, il y a de plus en plus de numérique, d'intelligence artificielle, on ne sait pas ce que vont être les métiers de demain. 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Et ce qu'on sait, c'est qu'il faudra toujours apprendre à apprendre, être résilient, savoir collaborer, gérer ses émotions, et c'est des compétences qui ne seront jamais obsolètes. Et alors du coup, quelle différence entre le fait de les maîtriser quand on est à l'école ou dans le monde professionnel ? Est-ce que du coup on y trouve un intérêt différent ? Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on va les développer tôt, plus ça aura un impact dans le quotidien. Et ça, c'est documenté par la recherche scientifique, pareil, depuis plus de 30 ans. Donc, il y a un triple bénéfice qui est relevé par la recherche scientifique. Le premier, c'est que quand on développe ces soft skills à l'école, on va, selon les milieux sociaux, gagner entre 1 à 5 mois d'école par an. Il y a une méta-analyse qui a été faite au Canada qui reprend une 50aine d'études, et on a vu que les enfants issus de milieux défavorisés qui développaient par exemple leur confiance en eux, ou ce qu'on appelle le growth mindset, l'état d'esprit de croissance, se dire qu'on peut y arriver dans la vie en faisant des erreurs, etc. C'est comme s'ils avaient fait 5 mois d'école en plus dans l'année. Et donc, ça améliore la réussite scolaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé et Santé publique France s'intéressent au sujet, c'est que ça améliore la santé mentale. Et on en a vraiment besoin aujourd'hui quand on voit comment ça se détériore. C'est la grande cause nationale. Voilà, pour les jeunes et les moins jeunes. Et par exemple, quand on développe l'accueil des émotions, la résilience, on sera moins sujet à l'âge adulte à prendre des anxiolytiques, par exemple. Et donc ça, c'est documenté aussi par la recherche scientifique. Et le troisième avantage, qui a fait l'objet de recherches de ce qu'on appelle les économistes du savoir-être, Ekman & Coates, qui ont eu le prix Nobel en 2013. Ils ont suivi pendant 30 ans en Angleterre des enfants qui avaient suivi le Perischool Soft Skills Programme, qui est donc une école qui intègre les soft skills. Et ils se sont rendus compte que ces personnes qui avaient intégré les soft skills dès le plus jeune âge dans leur parcours scolaire avaient des jobs non seulement qui étaient plus qualifiés, mais aussi gagnaient 30% de plus en termes de salaire que ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a que des bénéfices à les développer dès le plus jeune âge. Mais alors est-ce que ces compétences, elles s'enseignent à proprement parler ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une méthode justement pour pouvoir les acquérir par la théorie, comme pour les hard skills, j'ai envie de dire quelque part, ou est-ce qu'elles s'apprennent plutôt par l'expérience? Alors moi je dis toujours qu'on les cultive, au jour le jour. Néanmoins, sur certaines compétences, on sait qu'il faut un petit peu de théorique. Moi, il y a une compétence que j'aime beaucoup et qui est une compétence qui est recommandée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale de développer, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a toujours pas de programme sur ce sujet. C'est par exemple le growth mindset. Ouais. Donc le growth mindset, c'est
quelque chose qui fait l'objet de recherches par Carol Dweck, qui a écrit un best-seller qui s'appelle « Oser réussir », qui est donc une chercheuse à Stanford et qui se dit quelle est la différence entre un enfant qui se dit « chouette, un exercice de maths, je vais m'amuser, ça va être super, ça va être fun, je vais résoudre un problème, une énigme, etc. » et un enfant qui se dit « non, moi je vais pas y arriver ». Et c'est vrai qu'en France, on a, c'est documenté par PISA, les enquêtes, etc., un état d'esprit fixe. Il y a plein d'enfants qui pensent que l'intelligence, c'est génétique, qui vont avoir entendu leurs parents dire « Ah, bah, t'es nul en maths, mais moi aussi, j'étais nul en maths ». Et quand on a des interventions sur le growth mindset, et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule association en France qui le fait, et je la salue, c'est Énergie Jeune, qui va dans les collèges et dans les écoles primaires pour donner 3 heures par an à des élèves, qui est très peu. Et on voit que juste avec 3 heures, ils ont fait une grosse étude avec une doctorante pendant 3 ans. Les résultats scolaires des enfants s'améliorent. Pourquoi ? Parce qu'on leur a expliqué de manière théorique pendant 3 heures comment leur cerveau fonctionnait. Le fait qu'il était malléable, le fait que l'intelligence n'était pas fixe, le fait que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, eh ben, ça débloque tout par rapport au modèle mental qu'on a et à tous ces biais inconscients qu'on a qui sont liés à l'éducation française, où, je le dis très souvent, en France, ce qu'il faut vraiment changer, c'est qu'il faut arrêter de regarder que le résultat et de valoriser uniquement le résultat pour aller valoriser le chemin et le processus. Alors, une fois acquises finalement ces compétences, est-ce que c'est définitif ou alors au contraire ce sont des compétences qui sont évolutives en fonction de l'âge, du contexte ? C'est évolutif en fonction de l'âge et on est en ce début d'année et encore la semaine dernière, je faisais un post là-dessus sur LinkedIn puisque tous les jeudis, je fais un post qui s'appelle le jeudi c'est soft skills et j'expliquais que moi, tous les ans, je choisis 2 soft skills que je vais cultiver, développer et que je vais essayer d'améliorer. Parce que de toute façon, on peut toujours s'améliorer, même quand on a l'impression d'être dans une zone de confort. Et ben non, on peut toujours aller au niveau supérieur. Au niveau supérieur de l'écoute, si vous avez décidé de travailler sur l'écoute active, au niveau supérieur de la confiance en soi. Et donc, il y a ces petits pas. Et le mécanisme pour cultiver ces soft skills, ça va être le même qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte. Ce qui va changer, c'est la mise en situation. Et donc, il faut adapter la situation par rapport à là où on veut aller, où on veut se projeter. Donc, si on prend l'esprit critique, votre enfant, il est en primaire, vous voulez commencer à développer l'esprit critique avec lui, et ben vous allez commencer par exemple c'est le week-end, vous venez de regarder un film en famille, et à la fin du film, vous allez dire, alors c'est quoi le personnage qui vous a le plus plu, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire dans ce film, et vous allez poser des petites questions qui vont faire que vos enfants vont pouvoir développer un esprit critique, ou alors vous allez regarder une publicité et vous allez leur dire est-ce que tu crois vraiment que c'est le meilleur chocolat du monde, comme ils viennent de le dire dans la publicité. Et là, vous allez commencer à développer ça. Si vous avez, je sais pas, des lycéennes, moi j'avais été marraine d'un programme pour des lycéennes, et je leur avais dit, moi je vous donne un défi par jour, c'est vous êtes sur votre fil TikTok, choisissez une chose où vous voulez vérifier l'information. Et là, vous allez développer votre esprit critique. Donc voilà, on va adapter en fonction de l'âge. Alors, est-ce qu'il y a des compétences peut-être qu'on peut développer en priorité avec les enfants les plus jeunes, ou alors finalement toutes les compétences sont accessibles ? Alors le socle quand même, et moi c'est le plus gros chapitre de mon livre, puisque dans mon livre je détaille 15 soft skills qui me paraissent indispensables à développer pour nos enfants au XXIe siècle, et le socle c'est vraiment la confiance en soi. Et c'est un énorme problème en France. Donc il faut savoir qu'en France, 80% des Français ne font pas confiance aux autres. La moyenne de l'OCDE, c'est 52%. Donc ça veut dire que... C'est problématique. Voilà, c'est problématique. Il faut déjà vous dire, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous parlez à votre chef, quand vous parlez à je sais pas, vous avez décidé d'avoir un entrepreneur qui va faire des travaux chez vous, déjà, vous avez pas vraiment confiance en lui. Et donc la personne en face, elle doit le savoir. Donc il y a ce problème de confiance généralisée envers les autres, ce qui fait qu'on n'a pas confiance dans nos politiques, dans les médias, et donc
Donc on n'a pas confiance dans l'avenir, on n'a pas confiance dans la société, donc c'est un énorme problème si on le prend au niveau macro. Et puis quand on fait un focus sur les enfants et sur l'école, donc la France est classée dans les enquêtes PISA 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir. Donc c'est un peu difficile d'avoir des bons classements en mathématiques, en français, etc. si un enfant il n'a pas confiance en lui quand il va faire un exercice, quand il va commencer à lire à voix haute en classe. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Puis à côté de ça, on voit que les parents ne font pas confiance à leurs enfants, puisque quand on interroge les enfants eux-mêmes, à 70%, ils vous disent « moi, mes parents, ils n'ont pas confiance en moi ». Parce que d'une manière générale, moi, ce que je constate et ce que je décris dans mon livre, c'est qu'on est dans une génération de parents qu'on appelle un peu les parents hélicoptères qui font tout à la place de leurs enfants, et on ne leur laisse pas le temps de faire les choses dès la maternelle. Arrêtez de mettre les chaussures à vos enfants. Parce qu'on ne valorise pas l'erreur aussi. Oui, et puis parce qu'on veut que tout aille vite et que ce soit fait comme on veut et on ne veut pas perdre de temps. Eh bien, voilà, votre enfant, oui, vite, il faut aller à l'école, donc je te mets tes chaussures. Ben non, on essaye de se lever un petit peu plus tôt et puis ça me prend 5 minutes pour mettre les chaussures, mais à la fin, l'enfant, il l'a fait tout seul et il est fier de lui. Et ça se remarque donc dans tous les gestes du quotidien. Oui. C'est un apprentissage de chaque minute, finalement. C'est ça. On va continuer à en parler, bien évidemment, en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection de Dylan Kohler. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Solène Boquillon-Legoasio, autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain chez les éditions DBS et experte en soft skills, avec qui on évoquait en première partie d'émission ses compétences clés. On va maintenant voir comment le numérique et l'intelligence artificielle viennent les transformer. C'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Alors Solène, j'ai pris un petit peu d'avance sur notre programme, mais avant, j'aimerais quand même qu'on continue un petit peu à parler des soft skills en elles-mêmes, l'apprentissage surtout de celles-ci, notamment en se demandant qui joue le rôle le plus important dans cet apprentissage. Est-ce que c'est plutôt l'école, c'est plutôt la famille ? Alors l'Organisation mondiale de la santé, dans ses recommandations, dit qu'il faudrait que tous les enfants du monde cultivent leurs soft skills 3 heures minimum par semaine, 2 heures à la maison, 1 heure à l'école.
Donc on voit que les parents ont quand même un énorme rôle à jouer dans le développement de ces compétences humaines. Et à force en fait de tout miser sur l'académique, je pense que certains parents en oublient l'importance de ces compétences humaines. Mais alors, si vous avez quelques recommandations justement pour les parents qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des ressources spécifiques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer justement pour démarrer, ceux qui ne savent pas par où commencer ? Alors, hormis mon livre, il y a en fait des choses qu'on peut faire dans son quotidien de parents. Moi, les conseils que je donne, c'est les mots ont un sens et il faut utiliser les bons mots. Et par exemple, je dis aux parents, arrêtez quand on vous pose la question, alors... ton enfant, ton fils, ta fille, comment ça va à l'école ? Dans 95% des cas, les parents vont cataloguer leurs enfants en fonction des matières. Ils vont répondre « Ah bah il est bon en maths, bon le français c'est pas trop son truc, il a des difficultés en histoire géo ». Bien souvent, l'enfant il est à côté, donc il voit l'étiquette qui lui est collée et il l'intègre. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui vont dire « mais de toute façon, moi je suis nulle en ci, en ça, etc. » Alors qu'en fait, si vous dites « ah bah, il est super bon pour résoudre des problèmes, il a des bonnes capacités d'analyse, il est très curieux », mais alors là, en fait, vous changez toute la donne, parce qu'en fait, ce que vous valorisez, c'est ses compétences humaines, c'est lui, et ce n'est pas les notes qu'il a obtenues dans des matières. Et donc, juste de dire les choses, de parler, d'utiliser un vocabulaire à la maison dans lequel vous allez parler de curiosité, d'esprit critique, etc., ça va tout changer. Ensuite, ce que je dis aux parents, c'est que on arrive tous avec une éducation, des valeurs, et donc vous pouvez pas. L'objectif, c'est pas que votre enfant soit le meilleur dans tous les soft skills. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui vous ressemble. Qu'est-ce qui est pas négociable pour vous ? Donc, par exemple, moi, ce qui n'est pas négociable chez moi, c'est je veux que mes enfants ils aient un bon esprit critique. Donc depuis qu'ils sont tout petits, je pense la première leçon algorithmique que j'ai fait à mon aîné sur comment fonctionnent les vidéos YouTube et l'algorithme YouTube, il devait être en CP. Il était en train de regarder C'est pas sorcier sur YouTube et puis tout d'un coup il y a une vidéo qui est arrivée avec une voix. Je me suis dit ce n'est pas la voix des animateurs de C'est pas sorcier, avec ce qu'on appelle les vidéos d'unpacking avec des enfants qui vont ouvrir tous les jeux. Et donc il me dit « Ah, c'est génial, je veux que des vidéos comme ça ». Et donc, je lui ai expliqué que l'algorithme avait dû détecter que c'était un enfant de tel âge qui lui avait proposé ça et que l'objectif, c'était que derrière, il achète tous ses jouets, ses cadeaux. Oui. Et donc, ça, on peut le faire dès le plus jeune âge. Et donc, moi, l'esprit critique, c'est important chez moi. Donc, mes enfants, maintenant, qui sont en CE1 et en 4e, quand ils commencent des discussions à la table, ils vont toujours me citer la source en me disant « j'ai vu ça ». En regardant, je sais pas, mon fils aîné va me dire Hugo décrypte. J'ai vu ça sur un documentaire que j'ai vu sur telle chaîne. Enfin, voilà, ils vont sourcer l'info parce que c'est important pour moi. Mais ce n'est peut-être pas important pour tous les parents. Et après, moi, la deuxième compétence que je trouve indispensable aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre et à désapprendre. Et donc, quand mes enfants me disent je n'y arrive pas, je suis nulle, je rajoute toujours ce petit mot magique qui est le mot « encore ». Non, c'est pas « tu n'y arrives pas, tu es nul », c'est « tu n'y arrives pas encore ». Parce que tu vas être tout le temps obligé d'apprendre tout au long de ta vie. Et donc, c'est parce que c'est important pour moi. Donc moi, j'invite les parents à se dire quelles sont les compétences de vie qui sont, selon moi, importantes par rapport à comment j'ai grandi, ma vie, mon quotidien, comment je projette mes enfants dans l'avenir. Et ensuite, on va aller travailler la compétence à la maison. Alors, quels sont les risques ? Que risquons-nous, j'ai envie de dire collectivement, si on néglige le fait de développer ces compétences ?
Pour moi, ce que je vois, c'est que moi, j'ai l'impression que si on ne les valorise pas, si on les met pas plus en avant, on va continuer en fait avec toutes ces problématiques qu'on voit de santé mentale. Je ne crois pas, moi, à cette petite musique qu'on voit ces derniers temps qui dit que l'IA va tout remplacer, va tout nous remplacer, parce qu'en fait, en disant ça, les gens se disent mais quelle est ma valeur ? Et donc là, il y a une perte de sens, collectif, comme si les humains ne servaient plus à rien, comme si les machines allaient tous nous remplacer. Non, l'IA, c'est bien, moi je l'utilise au quotidien, mais c'est un outil. On le rappelle assez souvent ici. Un outil, ça ne va pas me remplacer. Je garde mon esprit critique, je continue à avoir confiance en moi, en mes compétences, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument faire pour qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui se sentent dévalorisés, qui ont l'impression qu'ils ne servent à rien. Et pour moi, c'est très important. Parce que d'avoir ces compétences qui sont développées, ça nous permet de garder une bonne santé mentale, de se sentir valorisé, de sentir qu'on a besoin de nous dans la société. Et c'est très important pour faire collectif, quoi, pour vivre en collectivité tous ensemble. J'aimerais maintenant qu'on passe sur un sujet que vous venez tout juste d'aborder et que vous avez déjà abordé par ailleurs au cours de l'émission, c'est celui justement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'école s'est quand même saisie de ce sujet en proposant un certain nombre de mesures. Mais je crois que vous les trouvez insuffisantes aujourd'hui. Ah, mais je les trouve largement insuffisantes, puisque aujourd'hui, en fait, l'éducation nationale voit l'IA comme... par exemple, là, les quatrièmes ont quelques heures, je crois que c'est 3 heures, ou je sais plus à vérifier, mais ils ont que quelques heures, pour moi ce n'est pas suffisant, pour savoir comment utiliser une IA générative, et donc on va leur expliquer le prompt, etc. Mais derrière ça, il y a quand même un énorme souci aujourd'hui d'esprit critique. On voit que d'autres pays, comme les pays du Nord, les Nordiques, vont apprendre à des enfants dès la maternelle à détecter des images gérées par l'intelligence artificielle. Et nous, aujourd'hui, en France, quand on regarde les dernières enquêtes qui ont été faites, par exemple, par la Fondation Jean Jaurès, on a un jeune sur 3 qui croit à des théories complotistes. Et donc, on ne peut pas se contenter d'avoir juste des cours pour apprendre à bien prompter, tout en disant aux élèves « Ah non, mais utilisez pas l'IA ». En fait, elle est là. Moi, je sais, cet été, j'ai corrigé beaucoup de copies d'étudiants, de mémoires, etc. Je voyais très bien qui avait utilisé uniquement l'IA générative et qui l'avait utilisé, parce qu'ils l'ont tous utilisé, sur toutes les copies que j'ai corrigées cet été. Ils l'ont tous utilisé, mais qui l'avait utilisé avec, entre guillemets, son cerveau en plus. À bon escient. Voilà. Et en fait, leur dire, explique-moi ce que tu as fait, quel prompt tu as fait. Et moi, je suis pour avoir des copies qui sont remises avec l'IA générative, mais avec le prompt en bas, où on va noter autant le prompt que le résultat. Mais d'une manière générale, apprendre à prompter, oui, ok, mais il faut absolument développer l'esprit critique et apprendre à nos enfants à détecter les fake news, parce qu'on a un enjeu de démocratie. Et je faisais partie au mois de novembre des 100 experts convoqués par le président de la République sur les enjeux de la démocratie face aux réseaux sociaux. Et on voit qu'on est face à un vrai fléau, puisque plus personne n'arrive à savoir si c'est une vraie vidéo ou si c'est une fausse vidéo. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, pour tout ce qui concerne, par exemple, les États-Unis, je suis toujours obligée d'aller vérifier à 2 fois, de croiser les sources, etc. Un travail que les plus jeunes ne font pas, malheureusement. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, parce qu'on voit que les chiffres sont absolument dingues. Et alarmants. Et alarmants sur
sur le nombre de jeunes qui pensent que les pyramides d'Égypte ont été faites par les extraterrestres, sur le fait que la Terre est plate. On est sur des chiffres, sur ces théories qui vont de 10 à 30%, quoi. Bon, on l'aura compris, du coup, il faut s'attacher à éduquer les enfants sur ces sujets-là dès le plus jeune âge. Merci beaucoup Solène Boquillon-Le Goasiou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain, retrouvée chez les éditions DBS. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Vremont d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.